Alors, tout d'abord, je vous présente Maître Geneviève Biche, qui est avocate. D'ailleurs, il y a plusieurs avocates parmi nous. Et c'est certainement pas un défaut, vous le savez. Donc, avocate, mais avocate aux très larges horizons et qui a plutôt œuvré dans le domaine des ressources humaines. Mais dans les hauts niveaux des ressources humaines, vice-présidente dans plusieurs grandes organisations, vice-présidente ressources humaines, relations industrielles et même corporatives. Notamment chez Bell Canada pendant plusieurs années, et actuellement chez Métro, qu'on appelait chez nous avant Métro Richelieu, c'est pas la ligne verte, là, ni la ligne orange. C'est Métro, grande organisation, vous le savez, dans le domaine alimentaire, de la distribution d'alimentation. Et Maître Biche est aussi actuellement membre du conseil d'administration, notamment d'Hydro-Québec. Toujours comme acteur du monde des relations de travail, du monde du travail, Maître Annick Desjardins, que plusieurs d'entre vous connaissez aussi. Alors, Maître Desjardins, elle est avocate, elle a pratiqué tout d'abord le droit, notamment chez Melançon Marceau, ici à Montréal, et elle œuvre depuis de très nombreuses années maintenant dans le monde, dans une institution syndicale, une grande institution syndicale canadienne, le syndicat canadien de la fonction publique, ce qu'on appelle familièrement CUPI. Elle a occupé plusieurs postes, mais toujours dans le domaine, notamment des droits de la personne dans le domaine du travail, et elle est actuellement adjointe exécutive au président national à Ottawa. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation, on est très honorés. Deux acteurs qui ont agi, qui agissent et qui ont agi principalement dans le domaine des politiques publiques. Maître Laurie Sterling, ici, que aussi plusieurs connaissaient. Alors, jusqu'à tout récemment, Maître Sterling était sous-ministre du Travail à Ottawa, dans ce grand ministère qui s'appelle aujourd'hui Emploi et Développement social Canada. Alors, Maître Sterling a été sous-ministre au cours des dernières années, en fait, de 2014, je pense, à 2017, presque 2018. Elle est actuellement, notamment avocat conseil, elle est revenue à la pratique du droit dans un grand cabinet national. Elle a été auparavant dans la haute fonction publique ontarienne, ayant occupé plusieurs postes de sous-ministre au gouvernement ontarien, et non seulement dans le domaine du travail, mais plus largement, beaucoup les affaires autochtones, les affaires constitutionnelles, mais aussi, principalement à Ottawa, donc les questions du travail. Et aussi, toujours du côté des acteurs du monde des politiques publiques, Roger Lecourt, qui lui n'est pas avocat, mais qui connaît aussi bien le droit, mais l'ensemble des relations du travail, dont il est un grand spécialiste. Alors, Roger Lecourt a été, en fait, carrière dans la fonction publique québécoise, principalement dans le domaine du travail, des relations du travail. Il a été sous-ministre du Travail, particulièrement au début, fin des années 90, sous-ministre adjoint, après ça en titre pendant plusieurs années, au début des années, fin des années 90, début des années 2000. Par la suite, il est devenu, et ça depuis maintenant une quinzaine d'années, Roger, consultant auprès du BIT dans le domaine du travail, et à ce titre, il est intervenu de façon importante dans différents pays, contribué à l'élaboration des lois du travail. Deux pays me viennent notamment à l'esprit, Roger, le Maroc et l'Ukraine, mais plusieurs autres pays aussi. Roger est toujours consultant aujourd'hui. Et enfin, les chercheurs, parce que c'est un dialogue entre chercheurs et acteurs du monde du travail. Nous avons un seul chercheur, mais comme il en vaut deux, il n'était pas nécessaire d'en avoir deux. Alors, c'est David Dewey, que vous connaissez aussi. David est professeur, je ne peux pas dire de droit du travail, droit de l'emploi, c'est donc largement
relations industrielles, relations de travail, droit de l'emploi, employment law, comme on dit, et labor law. Il est à Osgood et à l'Université York. Il est et là je fais attention parce que je vois que Kevin Banks me regarde et il se demande ce que je vais dire à propos de David. Mais David, tu seras d'accord, Kevin, est un des auteurs les plus prolifiques actuellement en droit du travail canadien et en relations de travail canadien, notamment de son livre récent que je vous conseille, The Law of Work, which is pretty large and broad and very interesting. Et aussi, il anime un blog que je vous conseille de consulter sur l'évolution du droit du travail canadien. Bref, vous voyez à quel point nous avons un panel qui va nous amener à une discussion. Et je ne veux pas être trop long, vous savez, des fois, j'ai une certaine tendance. Je connais plusieurs personnes, et vous aussi certainement dans la salle, et il faut qu'on ait une chance de discuter ensemble. Alors, nous avons posé 3 questions à nos intervenants. Je ne vous dirai pas l'origine de ces questions. Vous allez comprendre, j'avais toute une petite présentation que je ne ferai pas finalement, parce que ça serait trop long. Mais vous savez, on en a parlé depuis le début de ce cas-là, que nous avons des perturbations importantes dans le monde du travail depuis une trentaine d'années, qui modifient l'équilibre des choses et qui interpellent nécessairement la réglementation en matière de droit et travail, en matière d'emploi et travail, pardon, qui interpelle l'efficacité de notre régime traditionnel de droit du travail au Canada, qui est un régime qui, en fait, est semblable dans ses fondements aux régimes nationaux de droit du travail qu'on retrouve dans le monde occidental, qui est fondé essentiellement sur un contrat de travail qui crée le rapport entre l'employeur et le salarié, contrat de travail qui est réglementé par des interventions de l'État sous forme de lois qui vont définir des minima, des normes ou d'autres conditions de travail. Et ces interventions, avec les années, sont devenues de plus en plus sophistiquées. Et bien sûr, ce droit du travail qui est aussi composé de ce qu'on appelle l'autonomie collective des partis, la négociation collective qu'on connaît davantage au Canada et qui permet aux partis, sous une juridicité qui est donnée par le droit étatique, qui permet aux partis de définir leurs conditions de travail jusqu'à un certain point par le mécanisme de la convention collective. Cette réglementation, elle s'est élaborée graduellement au fil du 20e siècle, notamment au milieu du 20e siècle, à l'époque de l'industrialisation lourde de nos sociétés. Nous ne sommes plus dans ce monde-là. Mais la réglementation qui s'est développée à partir du statut de salarié, tous les droits et cette protection sociale, essentiellement, c'est raccroché à ce statut de salarié. Eh bien, cette protection sociale, pensée dans un monde qui a fortement évolué, est de moins en moins efficace, joue de moins en moins son rôle, on le sait tous. Et ce qui est posé à nos participants, c'est, bien, qu'est-ce qu'on fait? Et on leur a demandé, essentiellement, et je vous l'ai dit, et c'était pas simple, et puis je m'en excuse, c'était pas simple la commande qu'on leur demandait, 3 questions très larges à répondre entre 7 et 10 minutes maximum, avec un coup près que je manie. Et donc, première question, considérant, et j'avais oublié de vous dire que nous sommes, vous le savez, avec un mécanisme de traduction simultanée, donc il faut parler de façon compatible avec la traduction autant que possible. Donc, première question, considérant les perturbations majeures qui semblent affecter les milieux de travail au Canada, croyez-vous qu'un nouveau modèle de droit du travail soit nécessaire, ou plutôt qu'une meilleure application du modèle existant suffise? Première question. C'était la première de 3. Deuxième, quel changement, un ou deux, serait, selon vous, à court terme, le plus susceptible de faire une différence? Et enfin, troisième question, sur le plus long terme, quel type d'expérimentation, je parle d'une, non pas un catalogue,
qui permettrait, sur laquelle, quel type d'expérimentation sur laquelle devrions-nous travailler pour permettre l'émergence d'un nouveau modèle, si nouveau modèle il est nécessaire. Alors, donc, ces trois questions-là, et j'ai pensé, j'avais une certaine discrétion à exercer, l'ordre des présentations. Alors, j'ai pensé, dans l'ordre des présentations, tout d'abord, laisser notre chercheur davantage remarquer que David a pratiqué le droit aussi, avant d'être universitaire. Alors, tout d'abord, de demander à David d'intervenir et de nous donner ses impressions à partir de ces trois questions. Par la suite, je demanderai à nos deux acteurs du monde réel, Maître Biche, Geneviève, et Maître Desjardins, et enfin nos deux policymakers par la suite. Et pour nous permettre ensuite d'enclencher une discussion plus large. Alors, David? Okay, thank you very much. So Gregor Murray told me come to Crimpt and he'll give me 5 minutes to say something clever about labor law. And now you've increased it to, I think, 8 to 10 minutes to say something clever. You had 2 or 3 minutes of jokes. No, I'm going to cut those out. I'm going to cut the jokes out. So we do these future of labor law panels. I would say relatively frequently. I've been on several of them. And there's always an assumption. We get together in these conferences with like-minded people. And the assumption is always when we talk about the future of labor law that we're talking about ways to improve it from the perspective of workers. In other words, to spread collective bargaining. I think people in this room know that it's important to remember in the context of beginning this panel that there are other people in other rooms with other agendas who are thinking about ways to change labor law in the opposite direction. And it's useful to think about the fact that they may actually win, at least in the short term. And so I'm quite pessimistic about the future of labor law in Ontario, quite frankly, at the moment. But I'm going to play along and assume that what we're talking about is how to improve labor law, in other words, with the agenda of expanding collective bargaining rights or freedom of association. So I have about 8 minutes to do that. And so the first question we were given was whether we need a new labor law model or a better application of existing models. And I think my answer to this won't surprise people in this room. I think for the sorts of workplaces that the Wagner model was designed to address, the Wagner model still works relatively well. For large workplaces with lots of employees who report to the same work location, they work relatively regular shifts. It could be full-time, it could be part-time, but we as organizers can figure out when they're coming to work, when they're leaving work. That the expectation is that they'll work for a long time at the single workplace. For those sorts of workplaces, the Wagner model still works relatively well, and we can debate, and we have been debating for decades, how to tinker with it. You know, card check versus mandatory votes, better access to the workplace, how do we regulate employer free speech, access to first contract arbitration, anti-scab legislation. We have these sorts of debates, and what we're talking about is trying to strengthen the Wagner model, but it works relatively well for those sorts of workplaces it was designed in the 1940s to deal with. The problem, of course, as we know, is that there are fewer and fewer workplaces that fit that model. And so for workers in small workplaces, 30 or 20 employees and less, collective bargaining has really not reached those people, and it's unlikely to do so in the current model for a variety of reasons. For people working in branches or franchises of large companies that operate through a variety of small locations, for temporary workers who move from company to company, for people who the law says are not employees at all,
For all of those types of workers and workplaces, the Wagner model was never designed to spread collective bargaining or to have roots there, and it's never going to work for those people. So for those sorts of workers and workplaces, I think we do need a new model, and that's one of the things we're discussing in labor law and industrial relations and labor policy. What would those models look like? The second question was, if you could do one or two things in the short term, what would you do? Again, on the assumption that what we're talking about is spreading collective bargaining and helping it give root in these sort of non-standard workplaces. And I interpreted that question to mean attainable, meaning relatively modest changes that could be actually implemented. We can imagine it happening in Canada. So we're not talking about fundamentally different models. We're not talking about ideas like, for instance, switching the default model, which is one of the things that gets discussed in the literature. In other words, instead of being non-union and you have to opt into unionization, everyone starts in a union and you have to vote to leave it, right? These are the sorts of ideas that academics talk about when we pretend that anything is possible. But I'm not talking about that. I'm talking about one or two things I would do if I in a realistic context. And that's a hard question because there really is no silver bullet. But I came down to two things based on my experience and as a lawyer in the old days and also in just thinking about these issues, and that are these. The first one is that the labor board should have some sort of power to combine and join bargaining units of the same employer. So if the union asks, so if you organize 4 Burger Kings and then later you organize one more, the union asks the labor board to just sweep in the 5th one, and you can slowly build bargaining strength, one store, one unit at a time. We've had that at different times in different places across the country. We had it in Ontario. One of my first law jobs was applying to consolidate all the Hudson's Bay companies that were different bargaining units, and we were able to bring them in all under one for about 6 months until it was deconsolidated by the Conservatives. But I still think after all these years that that's actually a useful legal tool that allows unions to organize one store or one branch at a time and slowly build power. The difference thing that I think we've got to talk about is that model should also, you should be able to do it in any company. So for instance, all Burger Kings, even if they have different, even if they're just different franchisors, it's under the company name, and the companies have to figure out a way that the franchisees form an employers committee. But we need some way to deal with the franchisor, and one way you could do it is to start with this concept of consolidating bargaining units. The second thing that I think would be useful in Canada, and I've written about this, is we need some way to create a right to association writ large that is not designed as our current models are in Canada, which is we protect one type of associational activity in Canada, and that's trade union activity. So I'm no expert on Quebec, but if you read our labor statutes, certainly in English Canada, they talk about protecting workers from discrimination on the basis of trade union activity. It's all set up to protect trade union activity, and most of the rights are tied to a particular type of trade union activity, which is majority exclusivity trade unions. The problem with that, of course, is there are lots and lots and lots of workers who are unable, will always be unable under the current model to ever get to majority trade union representation. So they are completely outside of the regime. And also there are lots of people who are organizing and doing important associational activity without unions. In other words, so I'm talking about minority trade unionism and non-union employee association. The latter, the former, there are some laws that protect you. Anti-trade union activity is protected, but the trade union itself doesn't get any legal rights until it's been certified as a majority union. In terms of non-union employee association, we don't protect that at all in the private sector in Canada. So, and in the United States,
A lot of the interesting organizational resistance is actually taking place not through trade unions, or at least the trade unions are secondary. It's through worker centers and the like. And in the United States, of course, the statute protects associational activities, the right to engage in collective activities. It doesn't talk about trade union activities. It talks about the right to engage in collective activities. And that is something that the Americans went off in a different direction than us historically, and we didn't care too much about it historically because we focused on collective bargaining through trade unions. But as private sector trade union density continues to decline in this country, we're going to face a lot of the challenges the Americans have been looking at for decades. And if you talk to the Americans, a lot of them will say that the Section 7 NLRA right to engage in collective activities is one of the most important rights they have now. And so if you look at the sort of Fight for 15 and the fast food strikes across the U.S., a lot of these are being done outside of trade union activity, but there's protection for those workers. Limited protection. There are issues with the NLRA, obviously, but we have to start somewhere in order to start to build a model of freedom of association that deals with situations like what happens when there's 40% of workers in a workplace who want collective representation. Should they not have some rights, some protected legal rights? Right now, they really don't. And so I've written before about how one way to think about this is to look at what the Charter of Rights and Freedoms protects as a guaranteed right and make sure that our legal system provides at least that level of protection to all workers. So that would be the right to come together into an association, the right to make collective representations to your employer without reprisals, the obligation of the employer to engage in a dialogue about those in regards to those representations. And then we have the more tricky issue about the right to strike and whether it can ever apply to when should it apply to non-majority trade unions. That's out there. So we need a model that can represent, to give some tools, legal protections to minority trade unions, and also a general right to association for people who are working through forms of association other than trade unions, such as worker centers and local campaigns through worker centers and community activists, and also people who are not employees in the traditional sense. So, for instance, if there is a right to association in order to advance worker issues, you could see Uber drivers and people who are not traditional employees. We could argue about whether an Uber driver meets the test of employment or not, but we're talking about people who are not traditionally employees, or at least they may not be. Is there a way to protect a right of those groups to come together into an association of some sort and deal with the employer as an association, even though they were never the people we intended to be covered by the Wagner model? And I think where you start with that, you would have to build upon it and think a lot, but I think the starting point is introducing a right to engage in collective activities in pursuit of work-related issues. And you put that in the statute and you let it build from there, but it would not simply be trade union activities. I've gone a bit further because on the third question, I did an old LSAT strategy here. There were three questions. And instead of doing all three in the time I've got, I decided I'd spend more on the first two. And the third one, all I'm going to say is, third one is in the long run, what will we be looking at? And I think the answer to that has to be some form of sectoral bargaining. And we can have long discussions about what that would look like. But I think that's where you have to be thinking in the long run. Thank you, Representative. You've set a table, certainly. Combien? Alors, Gilles a dit tout à l'heure que je venais du vrai monde, par opposition, j'imagine, aux profs d'université qui vivent peut-être dans un monde parallèle. Nous, on regarde le vrai monde. Ah oui, voilà. Alors, c'est vrai. Alors, je vous rappelle que moi, je travaille à tous les jours dans les milieux de travail dont David parle. Puisque je suis vice-présidente des ressources humaines d'un employeur, vous pourriez imaginer
que je ne partage pas sa perspective. Vous auriez partiellement raison, mais vous auriez partiellement tort. Puis la raison de cela est simple. Quand je pense à la réponse qui m'est venue quand je réfléchissais à la première question qui nous était posée, c'est-à-dire face à toutes ces perturbations, est-ce que notre modèle actuel de droit du travail, du droit de l'emploi est encore le bon modèle? La première chose à laquelle j'ai réfléchi, c'est quelles sont ces perturbations? Et Gilles, tu disais tout à l'heure que dans les 30 dernières années, les perturbations sont multiples, elles se sont accélérées, mais elles se sont accélérées encore plus dans la dernière décennie. Puis, une image que j'utilise souvent avec mes collègues quand on parle de changement, quand on parle de transformation, il y a toujours eu du changement. C'est pas nouveau. Mais au Canada, les travailleurs de l'agriculture sont passés de 50 de la population canadienne à 2 de la population canadienne en 130 ans. C'est un changement. C'est un changement important. Mais la rapidité, la lenteur dans ce cas-là, the pace of change, donc la rapidité du changement, nous a permis de nous adapter à un nouvel environnement. Et donc, les institutions, les lois, le législateur ont eu du temps, peut-être parfois avec succès, peut-être pas, ça dépend du point de vue, mais ils ont quand même eu du temps pour s'adapter au changement. Si vous pensez à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on a 500 000 chauffeurs à peu près au Canada. Je pense que ça n'inclut pas les chauffeurs Uber, qu'on a de la difficulté à compter. Il y a 500 000 personnes qui vivent du fait qu'ils conduisent une voiture ou un camion tous les jours au Canada. Dans 5 à 10 ans, ils n'existeront essentiellement plus parce qu'on va avoir des véhicules autonomes. Et donc, dans un environnement comme celui-là, pour moi, le défi, et ça m'amène à la deuxième question qui était posée, le défi en est un d'un modèle qui doit s'adapter ou être adaptable à des changements qui arrivent à une vitesse que nous ne savons pas comment contrôler. Puis qu'on ne doit, je veux dire, on ne contrôlera pas le changement, on ne contrôlera pas sa vitesse, ça va arriver malgré nous. Et donc, moi, je suis assez vieille pour penser que notre modèle n'est pas si mal. Je pense qu'il y a des éléments très intéressants de ce que disait David. Le monde du travail est en train de se fractionner. Si vous pensez aux chaînes d'approvisionnement aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement est gérée de manière unique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quelque part, une équipe quelque part, qui gère l'entièreté d'une longue chaîne d'approvisionnement, mais dans laquelle il y a une série d'employeurs. Et c'est une chaîne qui devient de plus en plus flexible, ou parce qu'il y a des risques environnementaux, des risques politiques, des risques économiques, des employés chinois qui accèdent tranquillement à un peu plus de richesse, même si ce n'est pas beaucoup plus de liberté, ne deviennent plus l'endroit de prédilection où on veut faire des choses à bas prix, alors on change d'endroit. Tout ça fait en sorte que la notion d'employé, je pense que c'est une notion très importante, change. Et est-ce qu'on est encore employé d'un employeur? Est-ce qu'on est employé d'autres choses? Ce sont des questions auxquelles il faudra penser, puis auxquelles il faut commencer à penser maintenant parce qu'on fait face à ces changements-là aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'au moment où on aboutira avec le nouveau modèle qu'on pourrait inventer, il va être désuet. Et donc, pour moi, la transformation du modèle, comme praticienne, pas comme juriste ou comme prof, pour moi, le modèle va devoir s'adapter. Je ne suis pas assez intelligente pour vous dire comment il va devoir changer. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que la manière dont le modèle va changer ne peut pas être celui qu'on a connu dans les dernières années. David a référé aux changements auxquels on a fait face en Ontario. Je comprends qu'il est peut-être un petit peu déçu de ce qu'a fait le gouvernement Ford cette semaine. Peut-être, il me le dira. Mais moi, je suis déçue comme employeur de ce qu'avait fait le gouvernement Wynne avant. Pourquoi? Parce que augmenter les coûts d'un employeur de 21 % en termes de main-d'œuvre dans un territoire en 6 mois, c'est cinglé. On ne peut pas faire face à ça. Je ne veux pas reprendre les mots de Doug Ford parce que je ne souscris pas à sa politique, mais c'est vrai que ça détruit l'emploi. La réalité, c'est
nous souhaitons que les employés aient un bon salaire. De penser que le salaire minimum doit être à 15 $ n'est pas une hérésie. Mais comment y arriver? C'est pas en faisant des politiques publiques électoralistes, populistes, qui n'impliquent pas les partis du milieu. Et à mon humble avis, la mesure à court terme qui est importante pour moi, c'est d'avoir des manières d'arriver à transformer la politique publique d'une manière qui amène l'ensemble des parties prenantes à y participer. Moi, je me rappelle c'est ça, je commence à être assez vieille pour me rappeler de la revue de la partie 1 du Code du travail fédéral. Un exemple de révision d'une partie du Code. Quand le Code a été révisé sous le leadership de Arthur Sims, il y a eu un consensus, je ne peux pas dire parfait, mais très large. Il y a eu beaucoup de consultations, puis il y a eu des changements quand même importants, mais auxquels les parties syndicales, patronales, associatives ont généralement souscrit. Puis à mon avis, les solutions vont devoir passer par là. Et donc, il faut vraiment... Moi, mon cri du cœur vient de changements nécessaires à notre modèle. Encore une fois, je ne suis pas assez intelligente pour vous dire ce qu'ils doivent être, mais je suis certaine que la manière d'y arriver, ce n'est pas de changer des lois du travail en 6 mois. Ça, j'en suis absolument convaincue. Et de le faire sans consulter, puis essayer d'amener les parties prenantes, et peut-être de nouvelles parties prenantes, à participer véritablement au processus. Pour mes collègues québécois, que l'on pense de la même manière au changement dramatique que le gouvernement du Québec a annoncé récemment concernant les travailleurs d'agence. Il y a un sérieux problème avec les travailleurs d'agence au Québec et la manière dont certains peuvent abuser du travailleur d'agence. Mais encore une fois, on a utilisé une solution qui, à mon humble avis, est trop large. Et il y avait un tas d'autres solutions potentielles sur lesquelles les parties auraient pu s'entendre. Et je terminerai avec, pour moi, une solution potentielle à long terme, c'est auquel on devra réfléchir dans notre modèle de droit du travail. C'est pas seulement de réfléchir au modèle de pouvoir, comment contrer le pouvoir de l'employeur avec le pouvoir d'un syndicat ou d'une association, comment protéger les employés contre les employeurs et ou leur donner des responsabilités, peu importe quelle partie prenante ils sont. Mais il y a un élément au soutien du droit du travail et de l'emploi qui s'appelle la compétence. Nous aurons tous les modèles associatifs que l'on peut espérer. Si les employés et les employeurs n'arrivent pas à développer leurs compétences pour s'adapter beaucoup mieux au monde dans lequel on est, oubliez les questions de droit du travail. L'emploi lui-même ne sera pas au rendez-vous. Et donc, il faut... Et puis, je pense que... Moi, je me rappelle, encore une fois, je me rappelle du temps où, peut-être que Laurie s'en rappellera aussi, où on avait à Ottawa HRDSC, Human Resources Development Skills Canada. Alors, en français, je ne me rappelle plus ce que ça faisait, là, mais Ressources humaines et développement des compétences Canada. C'était un drôle de titre quand ils étaient arrivés avec ça. Mais je le mettais en comparaison avec le nom qu'ils lui donnent, qui est, je pense que ça s'appelle Emploi et... merci. Emploi et affaires sociales. Puis pour moi, ça donne... Le gouvernement nous indique à différentes périodes quelle est sa philosophie. Le gouvernement actuel a une philosophie d'emploi, alors qu'à l'époque, c'était une philosophie d'employabilité. Et si on veut assouplir les relations dans le milieu de travail, si on veut protéger les travailleurs, parce qu'il faut les protéger de toutes sortes de manières, et si on veut les rendre responsables en même temps, une partie du travail, c'est la compétence, c'est la capacité de s'adapter. C'est pas d'avoir des modèles extrêmement contraignants autour d'eux. Et en faisant ce type de travail, pour moi, c'est un travail fédérateur des parties prenantes du travail. Je suis certaine qu'Annick, si je lui proposais de travailler avec des employeurs sur des questions de compétences, j'ose dire qu'elle dirait, ben oui, c'est un enjeu commun. Et c'est un moyen commun de faire travailler les parties prenantes ensemble dans le milieu de travail, tout en ayant, moi je pense que c'est absolument nécessaire, un fort cadre
de relations de travail, régissant nos rapports collectifs, nos rapports individuels, s'appuyant sur nos chartes, et ainsi de suite. Alors voilà mes quelques commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Malheureusement, ton souhait d'avoir des politiques publiques qui soient longuement réfléchies avant d'être changées ne semble pas se réaliser dans le firmament canadien de nos politiques, parce que tout ce qu'on voit actuellement, c'est un parti au pouvoir défait l'autre, et on refait par la suite, et ça semble s'accentuer plutôt que s'estomper cette tendance-là. Annick? Merci. On t'a presque passé la parole. Oui. Évidemment, quand on se prépare comme si on était tout seul à parler. Puis après ça, notre pensée est un peu modifiée en entendant les autres. D'abord, merci de l'invitation. Je dois dire que comme praticienne, être invitée à sortir de mes problèmes quotidiens pour réfléchir à des enjeux plus haut niveau, c'est toujours stimulant. Et pour tout vous dire, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir dans nos jobs, avec nos problèmes quotidiens, hein, Geneviève, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On apprécie les opportunités de le faire, mais évidemment, quand on accepte l'invitation, après ça, il faut trouver le temps de réfléchir. Alors, je vous explique comment, moi, ça s'est produit. Jour après jour, quand est-ce que je vais me mettre à regarder ces questions-là? Là, j'ai pas le temps, là. Alors, évidemment que ça s'est fait, cette réflexion, sur la route, sur la 417, entre Ottawa puis Montréal, Montréal-Ottawa, cette semaine. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre dans la voiture, à part réfléchir à des questions de haut niveau en droit du travail? On écoute la radio. Hein? Heureusement, entre Montréal et Ottawa, il n'y a pas trop de radio poubelle, alors il n'y a pas trop d'influence négative sur mon humeur. Mais même en écoutant les nouvelles à simplement Radio-Canada, je suis influencée par le climat politique qui nous entoure, et donc ma réflexion, elle devient tout à fait pessimiste, et je vais rejoindre pas mal David là-dessus. Il m'a un petit peu volé mon punch parce que, en fait, quand j'ai réfléchi à ces questions-là, je me suis dit, quel drôle de moment de se poser ces questions-là alors qu'on peut pas espérer faire des gains ou progresser dans la bonne direction avec une idéologie politique, économique dominante qui considère que les perturbations, ce qu'on appelle ici des perturbations, puis des problèmes du point de vue des travailleurs, que ces perturbations-là sont souhaitables, que c'est comme ça qu'on doit développer notre économie, que toute forme de résistance ou même de souhait de réforme de notre droit du travail du point de vue des travailleurs, ça va être qualifié d'extrême gauche, d'utopiste, même contraire au bien commun. Quand on voit la majorité de nos gouvernements au Canada en ce moment faire la promotion d'un modèle de développement qui ne peut pas tolérer la réponse qu'on cherche même à articuler ici, je perds l'intérêt vers ces réflexions de haut niveau quand je vois le climat politique dans lequel on se trouve présentement. Et c'est pas juste moi qui a cette tendance au pessimisme. Je vous dirais que l'ensemble de mon milieu de travail en ce moment, et puis là j'ouvre une parenthèse pour dire, je travaille au syndicat canadien de la fonction publique, qui est un des syndicats qui est le plus en santé au Canada en termes de... On est encore en croissance. Dans les 10 dernières années, on a gagné à peu près 100 000 membres au Canada. On en a 670 000 aujourd'hui. Alors, on n'est pas en crise, on n'a pas de problème financier. Bien au contraire, ça va bien. Et malgré ça, malgré que le modèle qui est le modèle du Wagner Act, le modèle des normes du travail qu'on a à travers le Canada nous sied toujours, on est capable de fonctionner dans ce modèle-là et même en croissance, on se demande actuellement pendant combien de temps? Non pas parce qu'on pense que le modèle est inadéquat, mais parce qu'on le voit être sous attaque constamment. Alors, tout ce qu'on a de protection présentement est effrité à coup de réformes plus ou moins avisées, mais qui se passent en raison de la tendance politique actuelle.
Alors, le modèle qu'on souhaite ici, en fait, je pense que la prémisse, comme David l'a dit, c'est qu'on souhaite améliorer pour une meilleure redistribution de la richesse, pour une meilleure protection des plus vulnérables et pour une meilleure équité au travail. C'est pas ce que souhaitent actuellement nos pouvoirs publics et c'est pas ce que souhaite actuellement je dirais, l'élite dominante, l'élite économique dominante. Ce qui fait que quand je suis arrivée à la deuxième question, quel changement, 2 au maximum, serait à court terme le plus susceptible de faire une différence? Bien, ma réponse immédiate ou mon réflexe profond, ça a été de dire que Québec solidaire au provincial puis le NPD au fédéral, peut-être. Et là, je suis supposée de faire un cue à Michel pour qu'il applaudisse. Mais sérieusement, donc, c'est ça. Je veux dire, de notre point de vue, si on arrive avec des bonnes idées, on n'est pas dans un contexte politique pour les faire valoir et donc, on travaille sur d'autres choses, finalement. On travaille à protéger ce qu'on a, qui est tout à fait imparfait. Pour ce qui est donc, pour répondre plus sérieusement aux questions, à la question 2, je me suis fait exactement la même réflexion que David. À mon avis, on peut travailler dans le cadre du modèle actuel à améliorer sa portée très facilement et c'est justement par l'exploration des accréditations multi-employeurs ou sectorielles. Parce que dans le modèle de représentation collective qu'on a, le modèle principal, parce qu'on a aussi d'autres modèles qui sont spécifiques à certains secteurs, et je vois ma collègue de la CSQ hocher de la tête parce qu'elle connaît le régime des ressources intermédiaires et des services de garde. On a le modèle des artistes qui sont des travailleurs autonomes qui peuvent aussi avoir une négociation collective sectorielle. Donc, ça existe déjà. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup exploré. Ça peut être amélioré. Mais même dans le modèle qui vise à syndiquer ou à offrir une représentation collective à des salariés, le salarié dans le sens traditionnel du terme, la difficulté que nous, on a au quotidien dans mon milieu de travail, c'est effectivement avec les petits employeurs ou les petites unités de négociation. On réussit à les syndiquer, à les rejoindre, à les représenter, mais c'est extrêmement difficile d'avoir des résultats probants avec une vie syndicale, une mobilisation, etc., dans le cadre actuel où est-ce que c'est une convention collective par employeur. Donc, ça prend énormément de ressources à une organisation comme la mienne, qui en a quand même énormément, pour offrir des services de représentation à ces petits groupes qui peuvent pas le faire de façon autonome. Et c'est, comme on dit en anglais, time consuming and resource consuming, ce qui rend le modèle plutôt inefficace. Et en plus, si on parle de tous les milieux, des petits milieux qu'on n'est pas capable de rejoindre par ailleurs, il faut explorer des façons de voir à des accréditations au-delà d'un milieu physique ou d'un employeur, d'une entité juridique donnée. Il y a aussi, évidemment, qu'il faut continuer à être vigilant sur le renforcement des protections qui existent et qui sont effritées par des interprétations judiciaires, par des amendements insidieux. Je veux dire, depuis 10 ans, c'est ça qui se passe. Les protections existantes sont effritées de tout bord, tout côté. Il y a des nouvelles tactiques pour les contourner et les brèches sont pas colmatées. On voit, je vais revenir à mon thème de départ. Il y a seulement à peu près en Colombie-Britannique et en Alberta où on réussit à apporter des améliorations en ce moment aux lois du travail. En Ontario, il y en avait eu, mais Geneviève ne me suit pas du tout là-dedans. D'après moi, c'était des améliorations. Et du jour au lendemain, changement de gouvernement, puis les améliorations disparaissent. Alors, ça reste une lutte politique, une lutte de lobbying pour contrebalancer, pour amener un équilibre, si on veut, face au lobbying patronal. Quand est arrivée à ma réflexion sur la question 3, étant donné cette tendance générale, à mon avis, vers la droite, parce que quand on en a parlé aussi à ce midi, le modèle de droit du travail qu'on a actuellement
dans l'ensemble, là, le modèle en trois volets, on pourrait dire qu'il a vraiment été conçu au moment où, à la fin de la Révolution tranquille, au moment où c'était mainstream de parler de gratuité scolaire. Le Parti libéral promettait ça dans sa campagne électorale. Le Parti québécois qui a été élu en 1976, si vous allez revoir la plateforme du Parti québécois qui l'a porté au pouvoir à ce moment-là, c'était bien à gauche de ce que Québec solidaire propose aujourd'hui. Et toutes les réformes qui ont été mises en place à ce moment-là, c'était mu par des idéologies vraiment, vraiment à gauche, à comparer à la tendance actuelle qui est de s'en aller beaucoup plus vers la droite du point de vue économique. Alors, j'ai eu de la difficulté à imaginer comment, à plus long terme, on pourrait penser à un modèle d'expérimentation qui pourrait être favorable. Comme je vous ai dit, on est vraiment dans un paradigme où on tente juste de protéger nos acquis. On souhaite même pas de réforme parce que la réforme risque d'appauvrir, risque de affaiblir les protections plutôt que de les bâtir et les renforcer. Alors, je suis pas très optimiste, je le répète, et j'espère bien que vous allez changer mon humeur par vos commentaires ici dans la salle. Merci, Annick. Ce que tu as dit, je suis pas certain que nous aussi, du CRIM notamment, nous ne partageons pas exactement le même point de vue et qu'on a bien beau réfléchir et de réfléchir de façon de plus en plus sophistiquée à ce qu'on pourrait espérer comme modèle de réglementation. Le politique nécessaire à sa mise en œuvre non seulement n'est plus au rendez-vous, mais s'éloigne de plus en plus du rendez-vous. Laurie, qui justement était jusqu'à bien récemment très près du politique. Oui, je viens de prendre ma retraite. Je ne sais pas si c'est parce que c'est ma retraite, mais je suis beaucoup plus optimiste que les autres. So, I'm going to give my presentation in English, mais vous pouvez me demander des questions en français. And of course, I always like to begin by acknowledging that we're on the traditional territory of the Huron, Montreal's Mohawk, and the Iroquois. Speak up because And the Iroquois. The micro doesn't work within the room. Okay. It's only for translation. All right. So let me be quick in terms of the three questions. First of all, with respect to the question of, disruption versus incremental, the fact of the matter is that government policy never is one or the other. It's a very complex machine in which both operate simultaneously at any one time. And so I'm not sure it's the right question to begin with. The second point is that whether one disrupts or does incremental is a function of the diagnostic of the problem. And if you think, for example, artificial intelligence is going to get rid of all jobs, or if you think that... Comment? Plus fort, okay. If you think... Larry, with the headphones, avec les écouteurs, peut-être. On les a pas, hein? Okay, can you hear me now? I'll speak louder. If you think the diagnostic, we would say, is that, like the Oxford study says, 47% of jobs will disappear, then maybe more disruptive. Then if you believe the McKinsey study, which says that, in fact, there'll be a net new growth in jobs with artificial intelligence. It's unclear. Similarly, platform. I have been to 3 sessions now, all talking about Uber drivers, right? Well, that's like a tiny segment of the overall labor market. There are only 145 work platforms in the entire world, and there's approximately 4.8 million active workers in this space, which is under 1%. I'm actually worried about the 99% other workers in the short term. So
I would say that it's not as dire at the present time than one may think. And but secondly, I think it's important to keep in mind the Canadian statistics on our labor market. Right now, unemployment is at 5.7%. That is the lowest it has ever been on record. Our youth unemployment is under 10%, which is also maybe not acceptable, but very, very low. I would say that there has been no change, like maybe a percentage point or two, either way, on non-standard work in the last 20 years in this country. There had been an increase, dramatic increase, I would say, from 1989 to 1994. In fact, the number of part-time workers has actually fallen in the last 3 years. It's also worth remembering that of the non-standard workforce, the temps, the part-timers, 45% of them are part-time. Of those, many are women and seniors. And of those, less than 25% actually want full-time work. So I would say, my primary concern, grosso modo, is not with our employment levels right now. But I still lose sleep at night, and I'm going to tell you why. Because I'm concerned about two things with our labor market. First, I'll call it the Pedicki effect. I am concerned over the last 20 years about the growing gap in income inequality. And especially in the health, food services, and retail sectors, which are growing, the wages have stagnated, fallen below inflation. On the other hand, the top 1% and the top 10% have risen dramatically. So my immediate concern is about the growing gap. There is some heartening news in the last couple of years. Low-end wages have started to rise a bit, but only 1%, right? So I would say, and it leads to the short-term changes, I'm worried about employment standards, which is what is relied on by the lower income people. The second thing I'm concerned about is that this really quite buoyant labor market that I've been talking about is not evenly spread. And so, for example, Indigenous people on reserve have a participation rate of 51%. People with disabilities have a participation rate of 55%. Those who do not complete high school, 61%. So if we are going to have a productive workforce, then I think we need some very significant programmatic changes that are directed at particular segments of our population. I'm not going to talk about that right now, but those are the two things that keep me up at night in the short term. In terms of short-term changes, I totally agree with you on competence, on skills training, but, and I understand the public concern about the pace of change in the minimum wage, but I would like to suggest that there are at least 4 employment standards that there is public consensus and is ripe for reform. The first one is the way in which we treat part-time workers. That is, even if you worked for 10 years, Monday to Thursday, part-time, doing the exact same job as a full-time worker that worked Monday to Friday for that same 10 years, you do not have to be paid the same. So I would ensure protections, equal pay for equal work for part-timers. Secondly, I think there are some certain real basic minimums. Bereavement leave, some holiday pay, and sick pay. I know the Ford government just removed the 2 days of sick pay, or are proposing to remove it. I actually think for these people that rely on employment standards,
a day or two of sick pay is really, I think there's public consensus that people should be entitled to it. And there may be other leaves, but I'm just focusing on ones for which, like you said in Sims, I don't think there should be a lot of pushback. Leah, who's in the audience, I had you specifically in my notes, so I'm not making it up now, but has done excellent work on temporary help agencies. And I think there is a public consensus that there should be certain protections for employees of temporary help agencies, whether it be related to liability, whether it be related to the fact that some agencies charge you a fee that's so prohibitive you can't bring them on full time, whether it be, migrant workers are paying fees to these agencies just to join them. So I think there's a package in there that should be national. I also worry in response to fishing on subcontracting, for example, in the airport sector, and there are probably other examples, baggage handlers. You basically start working on Monday for Company A. Company A loses the contract. It goes to Company B, which is underbid you. Company B is a shell company. All the workers from Company A go to Company B, but they lose all the seniority that they've accrued that is necessary for certain employment standards. And I think nationally, people would be appalled if they knew that as at an employment standards level, that's happening. You'll note I didn't mention minimum wage. And the reality is governments come and go on that very question. And we have a patchwork across the country of even approaches. Quebec does differently than other provinces. But what I can tell you is minimum wage is a short-term kind of standard that can have an impact. The literature suggests short-term pain, but longer-term doesn't affect employment. I noticed Amazon, for example, has promised to pay its workers $15 US. If companies started to do it on their own, that would be great, but I still think there's a role for governments. Interestingly, in the United States, Mexico, Canada, free trade agreement, I think I got that right, the United States came first. The main change is that Mexican auto workers now will have to earn $16 an hour in order for that part to be eligible for the free trade provisions. Mexican workers now earn $2.50 an hour. Canadian workers at our CAW plants earn $20. So you can see how minimum wage can be used as a tool, even internationally, to deal with low basic standards. So those are some short-term things I would propose. Longer term, I totally like the discussion we're having about collective bargaining and changes to the Wagner Act model. But just to be, to change the flavor, I'm going to talk a little bit about keeping on this theme of, helping the lowest off. What could we do in longer term? And to be honest, when people read labor relations, the word, as collective bargaining. I read labor relations as the full panoply of government tools. So, for example, I think we have to look at our tax system and how it treats independent contractors. Because I think Uber drivers, in part, don't want to organize or be employees of Uber because then they can't write off their car. And so I think we have to look at the policy impacts of labor of our tax regime. I also think that we have to think about, I'm skipping because I'm down, eh? I also think we have to think a little bit more about the package of labor standards that we're providing to independent contractors. The things I mentioned earlier in the short term are for employees under our existing employment standards. But I'm really quite taken with
the work that's going on that I've learned about more at this conference. Thank you. From France or from Italy or, nobody likes Taylor, but he did recommend the Taylor Report in Britain, but he did recommend a small package of social protections for independent contractors. And, in the longer term, I think we have to think about that as well. Also on the subject of benefits, in the longer term, we got to think about portability of benefits. People are changing jobs more rapidly, and the state doesn't have to fund the benefit, but the state can act as a convener in order to try to figure out how we can make benefits more portable. The construction industry obviously does this already with multi-employer plans. The question is whether there's room for growth elsewhere. I also think a lot of our social benefits are sitting in our unemployment insurance system, and I don't know that they belong there. Compassionate care benefits are part of EI. Parental benefits, parental leave are part of EI. So I think we have to look at whether the benefits are sitting in the right place and whether they can be made more portable. And that brings me to my last point, because I will end on time. Our unemployment insurance system. Kind of like our labor system, it was created at a time when people had full-time jobs, and then if they were on the East Coast, maybe it was seasonal, and so they were out of work for a few months. Or if they were in Hamilton, they moved to a different job after, it's the same job after a few months with the different employers. And so EI was conceived as a short-term gap. I think EI has to be conceived of, maybe not in the full breadth of flexicurity, but certainly we have to start looking at EI more integrated with training, and more integrated with some wage earning. I also think we have to think of EI in the context of part-time workers who don't qualify now because it's based on weeks of work and hours of work as opposed to longevity of service. So, look, lots of room for discussion. I'm going to end it there. But I guess the 2 points I would like to leave you with is it's not all bad news. It really isn't in terms of how the current Canadian labor force is adapting. But that doesn't mean we should sit on any laurels. And I've suggested some short and long-term amendments dealing with standards, taxation, and broader-based social protections. Vous auriez dû, Laurie, rester sous-ministre quelques années de plus. Merci. Non. Merci beaucoup. Parmi toutes les idées qui ont été énoncées, vous rajoutez un point qui me semble aussi très important, qui est cette idée des bénéfices sociaux, des avantages sociaux, soit transportables, transférables, mais aussi ces bénéfices qui sont habituellement accumulés par les salariés d'une façon ou d'une autre et qui ne le sont pas à des travailleurs, par des travailleurs autonomes qui sont ceux auxquels vous avez fait allusion aussi, les avantages sociaux et qui sont notamment assurés par l'État. Que ferons-nous dans 20 ans des gens qui feront face à ces risques protégés actuellement, mais qui ne se qualifient pas pour une raison de transférabilité ou de qualification de salariés à ces bénéfices-là. C'est une idée aussi là, qui me semble importante dans ce qui a été dit. Roger, tu es le dernier, mais tu as aussi Oui, je n'ai plus rien à dire. Tout a été dit. Je vais débuter par quelques considérations à la lumière de ce que j'ai entendu, là, la pessimiste qui est à ma droite et l'optimiste qui est à ma gauche, un peu plus loin. Par rappeler
plusieurs d'entre vous sont juristes, que, à ma connaissance, moi je ne le suis pas, mais c'est rare que les droits, les règles précèdent les phénomènes. Je dis ça parce que en droit du travail, le peu que j'en connais, mais je connais ça un peu plus pour les politiques publiques, les politiques publiques naissent souvent de mouvements sociaux. Dans ce sens-là, je suis un certain optimiste parce que c'est vrai que la situation ambiante est préoccupante. Le mouvement, la montée, on n'utilise pas le mot, mais moi je l'utilise, la montée du fascisme politique un peu partout dans le monde est préoccupante. Mais en même temps, à la frontière sud qui colore beaucoup notre réalité par la force des choses, c'est désespérant de voir l'État, mais en matière de travail, le mouvement du 15 de l'heure a un succès phénoménal. On faisait référence à Amazon. Walmart, qui est à peu près le pire employeur de la planète, a dû ajuster sa rémunération. Il y a des raisons économiques, là, mais il y a une part de mouvements sociaux. Ceci dit... Simons aussi. Oui, Simons, oui. Mais je veux dire, la réalité est pas simple. Là. On est en présence de mouvements contradictoires. Et même si des fois c'est désespérant et ça paraît irréaliste d'échanger sur des solutions à des phénomènes qu'on voit apparaître, je pense que c'est pas mauvais. C'est comme ça qu'on change les choses autour de certaines idées. Ceci dit, mes commentaires, les politiques publiques, c'est un bricolage. Le droit du travail, c'est un bricolage. Et faire raser tout puis repartir à zéro, là, ça, je crois pas à ça. Je suis trop vieux pour croire à ça. Je pense, comme David le dit d'entrée de jeu, que l'héritage du Wagner Act et le fait qu'au Canada, contrairement aux États-Unis, on a ajusté graduellement le système, qu'il fonctionne encore relativement bien pour les catégories de salariés pour lesquelles il avait été conçu, puis pour lesquels c'est des travailleurs de l'époque qui ont aidé à le construire en fonction de la réalité qui était la leur. Là où on a, je pense, un problème au Canada, et c'est curieux, c'est des problèmes du même ordre qu'on voit dans des pays qui ont des régimes totalement différents. Je pense à la Chine, là, où je travaille de manière régulière depuis quelques années. On a ici et là-bas développé beaucoup le droit individuel du travail. On a enrichi les normes du travail, on a autour des préoccupations de droits humains, de droits de la personne, inscrit dans les lois sur les normes, mais dans d'autres législations à portée plus générale, de nouveaux droits. Et on a fait, je pense, des progrès importants de ce côté-là. Mais là où il y a un déséquilibre, c'est que sur les droits collectifs, on ne progresse pas. On fait des retouches à l'occasion, et souvent, malheureusement, ces retouches-là sont des reculs, mais on progresse très, très peu. Et les personnes qui m'ont précédé ont indiqué des avenues de solutions possibles. Moi, je vais mettre l'accent sur quelque chose qui est moins ressorti des commentateurs qui ont passé. C'est deux aspects. Je remets en cause sur le plan des droits collectifs notre système de droit d'association qui est fondé sur une majorité de salariés qui adhèrent à un syndicat, d'une part. D'autre part, je m'interroge sur les manières de faire en sorte que le progrès sur les droits individuels puisse
quel mécanisme institutionnel, quelle expérimentation peut faire que ces nouveaux droits soient dans la pratique mis en œuvre. Et je pense à ceci en particulier, c'est que si on hausse le salaire minimum, c'est une norme qui est claire et nette. Elle est respectée, elle n'est pas respectée, mais quand on introduit des droits nouveaux, plus complexes, violence au travail, harcèlement psychologique, conciliation travail-famille, la réalisation, les normes fixent des règles, mais fixent surtout des objectifs. Et s'il n'y a pas de voix des salariés dans les milieux de travail, comme c'est le cas au Canada, de la majorité des milieux de travail, la mise en œuvre de ces normes-là va se faire comment? Et c'est là que ma préoccupation pour le fait qu'on a au Canada, la Cour suprême l'a bien reconnu et ses extensions dans notre Constitution, dans les chartes de droit des provinces également, la liberté d'association, puis on voit l'extension au gré des jugements qui en a été faite. Mais les lois organiques en matière de reconnaissance concrète, pratique du droit d'association n'ont pas évolué. Et je pense que si on élargit, comme ça a été évoqué, la notion d'employeur pour inclure l'entreprise, pour inclure éventuellement des chaînes de sous-traitants, si on modifie les notions de salariés pour prendre en compte les faux travailleurs autonomes davantage, on aura fait des pas en avant, mais si on garde la règle de la majorité absolue, je ne suis pas certain qu'on va avoir une percée syndicale phénoménale. Là où j'évoque une hypothèse qui peut peut-être surprendre, c'est que en parallèle, sans remplacer d'aucune manière la règle du syndicat majoritaire, est-ce qu'on ne devrait pas envisager la possibilité de reconnaître, sous une forme d'accréditation, des associations de salariés qui reposent tantôt sur l'établissement, tantôt sur l'entreprise, tantôt possiblement sur un secteur d'activité ou une partie de secteur d'activité, mais qu'on reconnaisse un certain nombre de droits à des associations qui ne représentent pas la majorité des salariés. Ça peut pas, évidemment, ça pourrait pas être, compte tenu que c'est un groupe minoritaire, ça ne peut pas être les mêmes droits que pour une organisation de salariés, un syndicat majoritaire, forcer la négociation, par exemple, pour tout le monde si une association représente 30 des salariés. Mais on pourrait, outre la protection du droit de s'organiser et un certain nombre de droits à l'encontre de pratiques interdites, on pourrait envisager un droit à l'information, un droit à la consultation sur des modifications de conditions de travail qui sont significatives. On pourrait envisager la possibilité pour ces associations de prendre la défense des salariés qu'ils représentent par le biais d'une procédure là, équivalente à celle des KIRIEF. On pourrait même envisager, dans certains cas, pas le forcer, mais envisager que pour ces personnes-là, il y ait des ententes collectives couvrant en tout ou en partie les conditions de travail. Il me semble que c'est une façon de donner une voix aux salariés qui nous sortirait du défaut de notre système. Il a de nombreux avantages pour ceux qui sont du bon côté de la clôture. Mais on a un système de blanc ou noir qui laisse dans l'ombre, à l'heure actuelle, la majorité des salariés parce que les règles
sont faites en sorte qu'on ne promeut pas la négociation collective. Et je pense que ça pourrait être un agenda des mouvements sociaux, du mouvement syndical, d'autant plus que le Canada vient de compléter, a ratifié tout récemment la dernière des conventions fondamentales. Et cette convention-là fait une obligation de promouvoir notamment la négociation collective, là, au sens large du terme, au sens international du terme. Une deuxième préoccupation, et je termine avec celle-là, j'ai mentionné une préoccupation majeure pour la mise en œuvre réelle dans les milieux de travail des droits individuels qui se sont accrus et qui, je pense, dans beaucoup de cas, ne sont pas respectés ou le sont, dans de nombreux cas, le sont par des entreprises responsables qui font de leur mieux pour mettre en œuvre, par exemple, une politique contre la violence en milieu de travail ou une politique, je pense au cas du Québec, là, qui est, je crois, la seule compétence où il y a le harcèlement psychologique. Il y a des entreprises qui ont fait des grands pas en avant, mais le fait que les salariés n'aient pas une voix constituée dans ces entreprises-là pour faire valoir leur point de vue, ça ne diminue pas pour autant là, les efforts des directions de ressources humaines, les politiques des entreprises, mais je trouve que il y a quelque chose qui manque quand on le regarde du point de vue de l'ensemble de la communauté. Et ça m'amène à cette préoccupation-là. C'est une idée, je n'ai pas les formes concrètes, mais quand je vois des organisations comme notamment une qui est assez remarquable dans son travail, le Workers Action Center, à Toronto et dans la grande région métropolitaine de Toronto et tout son réseau d'associations, tantôt basé sur un secteur d'activité, tantôt basé sur une communauté ethnique. Je me demande si, en termes de politique publique, l'État ne devrait pas davantage apporter un appui à ces organisations-là, parce que ce sont des organisations qui ont un côté activiste, qui ont un côté défense collective. Il faut leur laisser leur autonomie dans ce domaine-là, mais ce sont aussi des associations qui donnent des services à des salariés et pourquoi l'État ne leur donnerait pas tantôt, je sais que ça se fait à une toute petite échelle, mais tantôt une forme de financement, tantôt aussi un certain nombre de droits, comme celui d'accéder à des milieux de travail dans certaines conditions. Je pense que ça pourrait être une autre manière de faire en sorte que les normes du travail, surtout les plus complexes, aient peut-être de meilleures chances de trouver une implantation concrète. Voilà, j'ai terminé. Je m'excuse de la gestion du temps. Voyez-vous, je vois là, 4h50, ça c'est l'heure officielle de la fin de notre atelier. Mais j'avais pensé que, étant donné que c'est le cocktail, que peut-être qu'on pourrait prendre un petit peu de cocktail ici, sans consommer, et... Cannabis. Ouais, une petite pilule, une petite gélule, parce que la fumée est défendue. À quelle heure? À 17h10. Alors, on prend la pause santé ici. Oui, mais vous pouvez la prendre individuellement, la pause santé. Je voudrais quand même, tout d'abord, vous remercier. Je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que... Et peut-être, si tout le monde le veut, et particulièrement nos participantes et participants, une ou deux questions, un ou deux commentaires. Écoutez, je pense que ça brûle les lèvres. C'était tellement... Michel. Michel, il faut que tu parles fort. Ah là, il y a... J'ai pas de micro. Oui. Attendez un petit peu, on va vous passer le micro. Je ne sais même pas comment ça marche. Ah, voilà. Hop là.
j'ai bien compris, c'est pour l'enregistrement, c'est pas pour qu'on m'entende, non? Michel, toi, tu es comme moi, un universitaire. On veut t'entendre, mais brièvement. OK, ça sera pas long. J'ai écrit quelques pages de notes ici, une douzaine, je pense. Moi, je penche plus du côté optimiste, légèrement optimiste, que du côté pessimiste. Annick, il faut que tu reviennes au Québec. Je pense que on voit que ce long séjour, évidemment, l'hiver doit être plus rude là-bas. Bon, je vais enchaîner avec ce que Roger Lecourt a dit. Et à mon avis, on a déjà des éléments suite au tournant, au revirement jurisprudentiel très important de la Cour suprême du Canada. 2007, reconnaissance du droit fondamental à la négociation collective. 2015, reconnaissance du droit de grève au titre de la liberté d'association découlant de la Charte. Et toutes les contestations judiciaires, il y en a beaucoup au Québec, il y en a dans le reste du Canada aussi qui suivent, mais c'est très lent, c'est très long. Et bien entendu, il y a des décisions qui vont dans le sens d'élargir ou d'appliquer les décisions de la Cour suprême. Il y en a d'autres qui font des merveilles pour faire ce que j'appellerais du conservative misreading des décisions de la Cour suprême du Canada et ne pas les appliquer véritablement. Mais à partir du moment où la juge Abella nous dit, et la majorité de la Cour suprême, que les décisions du Comité de la liberté syndicale, du BIT, sont une source de très grande valeur d'interprétation de la Charte, bien, on a des instruments maintenant, au titre de 97-98, plus les interprétations du Comité de la liberté syndicale, qui permettent, par exemple, le syndicalisme minoritaire. C'est-à-dire que c'est contraire à ces conventions de l'Organisation internationale du travail d'empêcher un groupe, une association de salariés qui, bien sûr, atteint un certain niveau de représentativité, mais n'est pas majoritaire, de l'empêcher de représenter ses membres auprès de l'employeur et de négocier pour ses membres, pas pour l'ensemble, comme ça a été dit à juste titre. Donc, il y a déjà cette possibilité qui existe en référence au droit international du travail. Je ne pense pas que ça a été soulevé actuellement devant les tribunaux, puis je ne pense pas qu'il y a aucune organisation syndicale qui se soit prévalue de ça. Mais si on regarde le volet législation, c'est une possibilité, tout comme la détermination des niveaux de négociation, c'est-à-dire est-ce qu'on négocie au niveau de l'entreprise, on négocie par exemple au niveau du secteur hôtelier, ça se fait actuellement, mais c'est dans le cadre de pression et d'entente avec certains employeurs qui jouent le jeu, mais il n'y a rien dans le Code du travail qui favorise la négociation sectorielle, alors que c'est une possibilité qui est tout à fait reconnue par le droit international du travail. Donc, je pense que ce que j'appellerais la nouvelle Constitution du travail, qui est un idéal, dont certains éléments se réalisent, mais il y aurait beaucoup à faire, c'est tout à fait porteur de changements très importants. Et ça, c'est le volet, si on veut, constitution, législation. Je termine sur le volet autonomie collective. C'est que, moi aussi, je crois beaucoup à l'importance des mouvements sociaux. Et des fois, on ne voit pas venir du tout des mouvements sociaux et paf, on en a. On se rappellera tous du mouvement du printemps 2012. Personne avait anticipé et pourtant, ça s'est réalisé. Et moi, je trouve que actuellement au Québec, le mouvement syndical n'est pas faible. Le taux de syndicalisation est autour de 40 %. Il y a des nouveaux secteurs qui peut-être peuvent espérer se syndiquer. On a vu dans le secteur du taxi, il y a une première association syndicale qui s'est créée. Il y a eu des décisions favorables à la syndicalisation des cadres, même si c'est loin d'être... Je trouve que la fragmentation, et là je m'adresse à Annick en particulier,
pas de responsabilité là-dedans, mais c'est juste pour véhiculer l'idée. Je trouve que la fragmentation syndicale actuelle, c'est-à-dire le repli des organisations syndicales, secteur par secteur, petits sous-secteurs même, sur leurs intérêts immédiats, sans voix commune minimale. Je ne parle pas d'une organisation, je ne vous demande pas au CFP de vous fusionner avec la CSN. Mais je trouve qu'il devrait y avoir une espèce de forum ou d'états généraux, je ne sais pas quoi, où les syndicats, où la majorité d'entre eux, en tout cas, peuvent se parler et notamment se poser la question, on fait quoi avec les libertés syndicales compte tenu du revirement de la Cour suprême? Et je pense que le mouvement syndical, s'il était plus uni, capable de se parler, il pourrait dire, ben là, on va arrêter de danser avec 87-98. Pour nous, les obligations internationales du Canada et du Québec, voilà ce que c'est, voilà ce que ça implique, puis dorénavant, on agit de manière cohérente avec ces engagements internationaux du Canada. Ça serait un pas énorme. Et je pense que les syndicats ont une responsabilité aussi à ce niveau-là. Fin du monologue. Merci, Michel. Merci, Michel. En fait, Nathalie Léger, avocate conseil à la CSQ. Je suis toujours un peu à la fois inquiète et excitée ou heureuse de voir qu'on pense à des modifications des modèles parce que on en a quelques-uns, comme Annick l'a souligné, à la CSQ, des modèles particuliers de relations de travail. Et moi, je vous dirais qu'un des risques, je pense, qu'on a, c'est de regarder justement la multiplication des modèles particuliers de relations de travail parce que dans notre expérience, ça donne souvent des modèles qui sont watered down, là, qui sont comme dilués par rapport aux modèles vraiment protecteurs de fond. Donc, l'idée de plutôt créer des modèles particuliers, l'idée d'extensionner le modèle qu'on a me semble une idée qui est plus porteuse que l'idée, sauf que, il ne faut pas se le cacher, ça ne fait pas plaisir à tout le monde d'étendre le modèle global et c'est souvent une solution pour dire, ce fut le cas dans le recours des RSG, de dire, ben on arrête la bataille là parce que sinon, elle va durer 25 ans. Fait qu'il y a ça aussi. Les recours juridiques sont effectivement très, très longs. On en a effectivement, nous aussi, plusieurs. Fait que ça aussi, je pense qu'il faut le garder en tête, là, d'éviter non seulement une fragmentation au niveau du syndicalisme sur le terrain, mais au niveau aussi des modèles de représentation salariale. Merci. Je vais prendre quelques commentaires, puis je vais vous, pour le mot de la fin, un dernier petit tour de table. Kevin? So thanks. Without taking away from the important issues that you all identified, both for the short and the long term, one that didn't get mentioned specifically was the lack of retirement savings of Canadians, which only seems to be a problem that is getting worse, at least according to the research that I looked at. I may be a couple of years out of date on that, but you know, the coverage of pensions is shrinking, particularly defined benefit pensions. And there are pretty good estimates that Canadians will not have enough money. Many of us will not have enough money to enjoy the standard of living that we currently enjoy when we retire. And so, you know, there's a big question about the role of the Canada Pension Plan that maybe is also worth thinking about. Tania Sabat. Oui, merci. Vraiment, excellente présentation. Moi, je voudrais revenir juste très rapidement. Moi, ma question sera plus courte que celle de Michel, ça tu peux être sûr. Alors, d'abord, on est dans la vague de l'intelligence artificielle et on l'encourage. Il faut être clair, je pense que ça a bien été dit par Maître Sterling tout à l'heure. On est d'accord, on devient un pôle de développement de l'intelligence artificielle, du numérique. Et donc, normalement, on voudrait voir implanter les mesures dans les milieux de travail. Je vous félicite parce que c'est la première fois qu'on entend le mot compétence aujourd'hui, puis qui a été prononcé par Madame Biche. Et
effectivement, le nerf de la guerre, c'est comment les compétences vont pouvoir prendre le dessus pour que les emplois puissent être à la hauteur et continuer de persister. Donc, sur la question de la représentation, je suis entièrement d'accord d'aller vers des modèles. Mais je me demande comment se fait-il que quand on réfléchit aux lois du travail, on ne réfléchit pas à, encore une fois, beaucoup plus sur toutes les innovations qui doivent pénétrer sur le marché du travail et qui vont garantir justement la pérennité de l'institution du travail. La question de la retraite est importante, mais la question de la formation, l'obligation de donner des compétences qui sont au-delà de ce que l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer. Je me demande comment se fait-il qu'on n'en entend pas parler? Comment se fait-il qu'on ne va pas vers les questions encore plus d'accès justement en l'emploi de toute cette diversité de la population aujourd'hui plus âgée, une personne qui vient de l'immigration sur deux, minorité visible, etc. Encore une fois, avec beaucoup plus de difficultés d'accès et qui vont être la richesse, si vous voulez, et qui vont être là pour la productivité dans un environnement qui va être très perturbé effectivement par le numérique. Merci. Écoutez, je vais maintenant retourner à nos panélistes. Il y a eu des idées importantes, des retours par rapport à ce qui a été dit, aussi important. Cette question de la protection contre les risques revient. La question de la formation, de l'employabilité est aussi centrale. La représentation collective, le voice dans un marché du travail qui est hétérogène, avec des modèles qu'on a expérimentés. Et puis, c'est important, je pense, le Québec a peut-être une expérience particulière en matière d'application de modèles un peu différents du modèle commun. Ça donne quel résultat est-ce que ça donne? Et c'est vrai qu'on en a qui sont dilués par rapport aux droits, notamment fondamentaux. L'intervention de Michel aussi est cette question des droits fondamentaux, mais qui sont assurés par des tribunaux. Mais des tribunaux dont les membres sont nommés par les partis politiques au pouvoir. Et j'ai eu l'occasion de lire, peut-être que certains d'entre vous l'avaient fait aussi, mais l'avaient fait, la décision de Janus de la Cour suprême des États-Unis. On voit que ça peut changer. L'interprétation des droits fondamentaux par les tribunaux peut changer. Et ce n'est pas parce qu'on a un précédent de la Cour suprême aujourd'hui que ce précédent-là est garanti pour l'avenir. On l'a vécu au Canada entre 1987 et 2007. On le voit aux États-Unis, un précédent de 40 ans qui est renversé complètement par des juges qui sont membres de la même institution, mais qui ont été nommés par des partis politiques au pouvoir d'idéologies différentes. Bref, on a entendu aussi beaucoup de choses. Dernière réaction, David. Real quick, we're late. To Michelle's point, I think my sense, I'm a charter skeptic. I didn't used to be, but now I am. I think, frankly, it may very well help the public sector. But I've seen no evidence that the charter is going to help private sector collective bargaining. In fact, I'm more worried that what I see happening is the Supreme Court of Canada is actually painting a roadmap as to how you can undo the Wagner model without violating the charter. And I think that's actually more likely to see what we're going to see in Ontario in the next few years than the charter suddenly out of the ashes that the charter will save the private sector. I think it is good for the public sector because they can access the charter directly, but it's not helping Tim Hortons workers. I don't see it happening. And just to your point, you're absolutely right that every time we propose a lesser model, we are risking dilution to that model. It's absolutely true. The problem is we have to propose new models and try and come up with something. Well, we don't have to, but the argument is, should we, do you have to be pragmatic and propose models that could actually go somewhere? If you do, it tends to be a watered down version of some sort.
Otherwise, you just keep fighting and fighting and fighting for, you know, but it's an absolutely strong point that I think we absolutely have to be aware of. Merci, David. Je vous l'ai dit en commençant, moi, je suis dans l'action à tous les jours. Alors, à tous les jours, je travaille avec nos syndicats, avec nos travailleurs, avec mes collègues pour améliorer le travail, en assurer la pérennité. Alors, moi, je ne suis pas la personne qui va développer pour vous le modèle du futur. Je vais sûrement le subir. J'espère que j'en profiterai, mais je ne pourrai pas le développer pour vous. Mais si vous y pensez tous, je vais vous laisser avec deux images, parce que le modèle futur va devoir répondre ou trouver des réponses, en tout cas, à ces deux images, à ces choses qui nous pendent au bout du nez. Le téléphone a pris 75 ans, je crois, à rejoindre 50 millions d'utilisateurs. En comparaison, l'Internet, 4 ans. Fortnite, 2 semaines. J'espère que tout le monde sait c'est quoi Fortnite. Puis si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas inventer le modèle du futur. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde se transforme à une vitesse extrême et les gens qui vivent dans ces modèles se transforment eux-mêmes à des vitesses extrêmes. Alors, moi, je suis ici pour... Comme je suis le seul employeur, j'ai l'impression dans la salle, il faut que je crée une réaction. Mais sans blague, le message est là. On a un rythme de transformation dans le cadre duquel il faut adapter le travail et l'adapter aux travailleurs, les aider, les soutenir, parce qu'en bout de ligne, c'est supposé être une entreprise commune. Mon deuxième message, c'est rappelez-vous que les enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui, qui rentrent donc en première année, 65 % d'entre eux auront des boulots qui n'existent pas aujourd'hui. Alors, comment inventer le modèle de représentation, si on est dans le modèle de représentation collective principalement, comment inventer ce modèle, comment le rendre attrayant, puissant, qu'il y ait des forces en présence dans les milieux de travail. Moi, ça, j'y crois beaucoup. Je pense que ça amène tout le monde à donner le meilleur de soi. Je vous encourage à garder ces deux snippets en tête quand vous réfléchirez au modèle du futur puis que vous me le proposerez. Merci beaucoup. Je pense que, Geneviève, tu m'incites à réfléchir à la retraite parce que je connais pas Fortnite. Oui, j'étais en train de chercher qu'est-ce que c'est sur Internet. So I'm just going to give a couple of glib throwaway lines in response to some of the issues that have been raised. Frank Graves, the head of ECOS, the pollster company, did a poll from 2004 to 2014, and union members were amongst the happiest and most optimistic in our society. So we have to, the leadership has to align with that. So that's glib line number one. Glib line number two on the question of skills training. So I used to think a lot about this, and we poured money into STEM. We poured money into, how do we get the skill set of the future? And there's a professor at the Rotman School in the University of Toronto, and David Dodge at Queen's. When I asked them the same question, they said, the skill of the future is judgment. You have to have judgment because the computers have not figured that out. And I'm thinking, well, how does one teach judgment, right? So I don't know anyone knows the answer to that question. And then finally, glib line number three in response to collective bargaining and the future of collective bargaining. I do worry United Kingdom has minority union rights. I met the lawyer who took the Uber case to the court. They're declared employees in Britain, and it was done through some sort of minority arrangement. And
I said, how did that come about? And he said, a private citizen benefactor paid for that litigation because there's no way our union can survive in a minority situation. The free rider problem is overwhelming. So just aligning with what everybody says, watch it. And then finally, over 10 years ago, Harry Arthurs wrote a report on how to amend and improve collective bargaining. And of course, he recommended sectoral tables. And I know for a fact, the interprovincial trucking industry is just perfect. But it has not come to pass. So whatever changes you want, get moving because it's taking time. Okay, I think I'll stop there. Merci, Laurie. Annick, vous voulez négocier le mot de la fin? Rapidement, je veux juste des petits commentaires en vrac pour répondre ou pour commenter ce qui a été dit tout au long. Michel, tu m'as interpellé. Thank you. Michel, tu m'as interpellé sur la fragmentation syndicale et puis évidemment, le réflexe naturel, c'est de dire que c'est la faute du gouvernement s'il nous place dans des situations de compétition, etc. Mais non, je vais prendre tout à fait la responsabilité, en fait, pour dire qu'il y a naturellement une compétition entre les organisations syndicales pour représenter des groupes, pour pouvoir continuer de croître, pour pouvoir garantir des jobs à nos salariés, pour pouvoir... Alors oui, on est dans ce sens-là des business aussi, il faut pas se le cacher. Et ça rend la fragmentation, ça contribue à la fragmentation, bien sûr. Et on n'est pas en train de s'unir, bien au contraire, au plan pan-canadien. On a le plus gros syndicat du secteur privé qui a quitté le CTC dans un désir bien dit ouvertement et publiquement de marauder des plus petits syndicats qui ont moins de ressources. Alors, c'est malheureux et ça, bien entendu que le SFP essaye de travailler à l'unité syndicale, mais soyons réalistes, c'est pas facile. Pour ce qui est du syndicalisme minoritaire, puis les tentatives des syndicats de pénétrer cette nouvelle sphère. Oui, c'est juridiquement possible. Et pour dire à David, au Québec, on a le droit d'association sous toute la forme constitutionnelle qui existe en droit public. On l'a en droit privé aussi parce que la Charte québécoise des droits et libertés garantit la liberté d'association et un employeur privé, donc, a les mêmes obligations qu'un État par rapport à la reconnaissance de l'activité collective que ses employés pourraient vouloir revendiquer. Mais non, ça n'a pas été testé, à ma connaissance. On a pensé peut-être dans le domaine agricole, après l'affaire Fraser, que ça se ferait. Et encore une fois, je pense que... Qui l'a dit? C'est toi. Effectivement, le problème avec ça, c'est comment tu vas faire pour avoir les ressources financières pour fonctionner. On a beaucoup de difficultés à sortir du paradigme du Wagner Act comme syndicat puis de la Formule RAN parce que c'est la façon la plus stable, la plus facile de fonctionner. On peut pas s'imaginer devenir des agences de collection. On peut pas s'imaginer devenir des compagnies d'assurance. Alors, bien sûr qu'on veut garder le modèle du Wagner Act parce qu'on est confortable là-dedans, tant et aussi longtemps qu'on continue de croître, ce qui est toujours relativement le cas. Élargir la business. Et finalement, j'ai beaucoup apprécié les commentaires de Roger sur
la possibilité qu'il y ait des organismes qui sont autres que des organisations syndicales qui puissent avoir un rôle de représentation dans les milieux de travail qui pourraient être financés en partie par l'État. Ça existe à certains égards. Je pense à l'équité salariale où le gouvernement finance une organisation du mouvement des femmes pour offrir un service de consultation, mais il n'est pas allé jusqu'à leur donner un droit d'accès au milieu de travail. Le droit à l'information, dont on a parlé, le droit à la consultation n'est pas là. Mais oui, dans une certaine mesure, le droit de représenter des salariés non syndiqués. Je trouve que c'est des formules qu'il faut explorer, des formules qui sont évidemment loin d'être du syndicalisme, mais quand même qui peuvent ramener un certain équilibre dans le déséquilibre des forces en présence. Et là-dessus, je finis avec un commentaire sur ce qui pourrait être fait dans les entreprises en matière de cogestion. Donc, Geneviève a mentionné pour la formation des salariés, est-ce qu'on pourrait pas y avoir plus de collaboration syndicale, patronale? Oui, bien sûr, dans ce domaine-là, parce qu'il y a un intérêt qui est commun. Là où on a de la résistance du côté patronal, c'est lorsque l'intérêt n'est pas commun et qu'il faut partager la tarte des ressources. D'accord. Donc, c'est là la limite. C'est... Bye-bye. Oui. Roger? Désolée pour le mot de la fin. Non. Je m'excuse de la gestion du temps de l'atelier. Deux petites choses j'ai trouvé intéressantes. La réaction de Michel. Je pense qu'il y a peut-être du côté syndical à être un peu plus offensif. Je comprends qu'il y a des problèmes avec des syndicats plus minoritaires, là, mais entre faire face à ces problèmes-là puis rien faire, j'opte pour l'action. Et je pense que des actions de ce type-là, tôt ou tard, ça amènerait ce qui serait nécessaire. C'est un changement de notre cadre législatif pour ouvrir une autre porte, parce qu'on ne peut pas juste se baser sur la Constitution. Il y a une dernière remarque par rapport à ce que Mme de la CSQ disait. Au Québec, ces dernières années, il y a eu une approche segmentaire qui, à mon avis, est particulièrement nocive. Et quand vous regardez ce qui s'est fait au niveau des ressources intermédiaires puis des garderies en milieu de travail et ce qui s'est fait pour les modifications au régime municipal, au régime de négociation du secteur municipal, ça n'a pas été fait par le ministère du Travail. Ça a été fait par les ministères sectoriels qui ont donc une vision parcellaire et qui, en plus, ne connaissent pas ça. Et ça, c'est très, très dommageable, à mon avis, parce que là, on arrive avec des régimes où il n'y a pas de consistance par rapport au régime général. Mais ça va avec la perte de pouvoir politique au sein de l'État, où les ministères du Travail sont devenus des secrétariats. Et bon, merci infiniment. Merci à nos participants, merci à vous.